Bonjour à tous. Je vois que vous êtes en train de vous connecter, 16 connectés. Très bien, bonjour. Merci en tout cas de participer nombreux à cette webconf. On va démarrer doucement pour faire arriver les participants. Donc, je suis ravie de pouvoir partager les actualités normatives et législatives sur l'économie circulaire. Je suis Anne Benadi. Je travaille pour le groupe AFNOR, que je vais vous présenter brièvement par la suite. Je pense que vous êtes tous déjà des acteurs de l'économie circulaire, donc n'hésitez pas à rebondir sur mes propos, à utiliser le chat pour réagir et me poser toutes vos questions au fil des discussions, puisque je ne sais pas où vous en êtes chacun dans vos projets d'économie circulaire, donc si vous souhaitez me les partager également en ouverture, n'hésitez pas. Il y a un outil de chat dans l'outil Zoom qui permet de partager à l'ensemble des participants qui vous êtes, ce que vous faites et ce que vous venez chercher comme information dans cet atelier. Ça me permettra moi aussi d'orienter mon intervention en fonction de vos besoins et de vos attentes. Donc, comme je vous le disais, je travaille pour le groupe AFNOR. Est-ce que quelqu'un souhaite me dire qui est le groupe AFNOR? Est-ce que vous souhaitez participer pour me dire ce que vous en connaissez, si vous connaissez déjà, et avec quelle entité du groupe AFNOR vous avez déjà travaillé, si c'est le cas. Je suis à votre écoute. Il faut un premier qui se lance. Pas de candidat pour répondre? Bon, en plus, il y a la réponse sur l'écran. Ah si, j'ai une réponse. L'AFNOR définit des normes, effectivement. On définit des normes. AFNOR égale qualité. Ouais, ça fait partie des normes sur lesquelles on travaille, les normes de qualité, effectivement. C'est une de nos valeurs fondatrices. Qualité, confiance, responsabilité. Donc, c'est ça fait partie des valeurs du groupe. Mais AFNOR, en fait, c'est une association. C'est l'Association française de normalisation à l'origine, qui ensuite, effectivement, s'est constituée autour de plusieurs métiers, notamment le métier de certificateur, l'AFNOR certification, les normes ISO. Donc, les normes ISO, ce sont les normes internationales. ISO, c'est l'instance internationale de normalisation, International Standards Organization, et AFNOR, c'est l'opérateur français du système de normalisation. C'est-à-dire que chaque pays qui participe à l'ISO a un opérateur national. Donc, AFNOR est l'opérateur national. On centralise toutes les actions de normalisation qui peuvent se passer en France et on représente les acteurs économiques français auprès des instances européennes, donc le CEN, c'est le Comité européen de normalisation, et des instances internationales, donc ISO. Donc ça, c'est notre métier historique, c'est la production de normes et la défense des intérêts français auprès des instances européennes et internationales de normalisation. Donc on représente effectivement l'ensemble des intérêts des acteurs économiques français. Le second métier, qui est complètement connexe au premier, c'est l'édition, c'est-à-dire que notre rôle, notre mission d'intérêt général, c'est de produire des normes, mais c'est également de les rendre disponibles au public. Donc, on édite des solutions informatiques et on donne accès, effectivement, on distribue les normes, qu'elles soient françaises ou d'autres pays, auprès des entreprises qui en ont besoin, sur tout le territoire. Normalisation, édition, formation. L'un d'entre vous l'a cité, effectivement, on a une entité qui s'appelle AFNOR Compétences,
qui propose de la formation et du conseil sur l'ensemble des sujets liés aux normes, mais également sur des sujets techniques, comme par exemple liés au bâtiment, la performance des bâtiments. On a des formations spécifiques sur le management de l'énergie. Donc voilà, on a tout un catalogue de formations le Covid nous a fait accélérer la transition de nos offres de formation vers une offre digitalisée. Donc elle est également maintenant accessible à distance pour une partie du catalogue, une grande partie. Voilà. Et donc, dernier métier du groupe AFNOR, c'est la certification. Et donc là, c'est effectivement des services d'audit, d'évaluation et de certification ou de labellisation qui peuvent s'appuyer sur des normes ou sur des référentiels privés. Donc, la certification la plus connue dans le monde, c'est l'ISO 9001 pour la qualité, le management de la qualité. La deuxième plus répandue, c'est l'ISO 14001 pour la certification ISO 14001 pour le management de l'environnement. Mais on peut très bien aussi délivrer des certifications, par exemple, sur la qualité de service. Vous avez peut-être vu chez des opticiens qualité de service en optique. Donc là, c'est le service client qui est valorisé et qui est conforme à un cahier des charges qui a été établi par la profession des opticiens. Donc, il ne s'appuie pas sur une norme spécifique, mais c'est une traduction de l'ISO 9001 au métier de service d'optique. Voilà, donc pour les 4 métiers du groupe AFNOR, nous sommes présents partout en France. Nous avons des délégations en région. Alors, nous n'avons plus de délégations dans les DOM-TOM. Par contre, on a des relais que sont les chambres de commerce. Et on intervient régulièrement pour nos prestations d'audit sur l'ensemble du territoire outre-mer. On intervient aussi dans d'autres pays. On est présent dans 40 pays. Et ce qui nous permet d'intervenir dans plus de 100 pays. Donc, on a des auditeurs et des consultants qui peuvent intervenir dans plus de 100 pays dans le monde. Donc, on est un groupe français à l'origine, une histoire française, une représentation des intérêts français à l'international, mais on intervient aussi pour nos clients sur des territoires qui ne sont pas français. Je vais passer ensuite effectivement au programme. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà bien le concept d'économie circulaire, mais je vais faire une repasse sur les 7 domaines d'action qui sont tels que définis par l'ADEME et faire un lien avec les outils normatifs, les normes qui existent déjà, qui peuvent permettre de donner des guides et des références si on veut activer tel ou tel domaine d'action. Ensuite, je ferai un point sur le contexte réglementaire qui a évolué très fortement début 2020 et dont certains décrets d'application sont déjà entrés en application. Et enfin, donc, je passerai un peu plus dans le détail de la nouvelle norme qui a été produite par des acteurs économiques français. C'est une norme française à ce jour. Je vous l'expliquerai en détail en quoi elle est intéressante pour vos projets d'économie circulaire. Comment est-ce qu'elle peut vous permettre… Oui, il y a quelqu'un qui me… J'ai entendu un… Non. Donc, comment est-ce que cet outil peut vous permettre de mener à bien vos projets? Et puis, je vous présenterai les différentes solutions du groupe AFNOR pour passer là-dessus. Alors, le concept de l'économie circulaire, je vais passer, je pense, très rapidement, mais n'hésitez pas à m'interrompre sur la partie contextuelle. Effectivement, le constat, c'est que le système économique dans lequel nous évoluons ne peut pas être soutenable au regard de l'évolution démographique, de l'évolution de nos besoins en énergie et en eau douce. D'ailleurs, on constate aussi que dans les 70 dernières années, notre besoin en énergie et en eau douce a cru plus vite que la population. Donc, ça veut dire que notre développement économique est plus énergivore et plus consommateur de ressources que par tête de pipe, entre guillemets. Donc, effectivement, il y a un croisement des besoins qui n'est pas soutenable entre la croissance démographique et la croissance et notre développement humain, notre développement économique, qui consomme beaucoup de ressources.
Donc, on le voit aussi bien dans la consommation de pétrole, qui est dans les besoins de pétrole, qui augmente même en prévisionnel, et tandis que les gisements de pétrole diminuent. L'abondance des ressources piscicoles qu'on voit sur le schéma en bas également est en forte baisse. Alors ça, ce sont des données qui viennent d'une région de Méditerranée, mais qu'on peut sans doute répliquer dans plein d'autres régions du monde où la pression de pêche est bien trop forte par rapport à la vitesse à laquelle les ressources piscicoles se renouvellent. Et en haut, ici, on voit donc le schéma du jour du grand dépassement. Alors, je ne l'ai pas mis à jour, il est sur 2018. En 2018, il fallait 1,7 planète Terre pour répondre à nos besoins. Et je crois qu'en 2020, on est passé à 1,6. On a un peu baissé du fait de l'arrêt complet des activités humaines pendant 3 semaines, 1 mois. Ça a permis de faire reculer légèrement le jour du dépassement, mais ça n'a pas permis d'atteindre ce niveau zéro qui était au niveau des années 70. Donc, on est encore loin du compte. Et du coup, l'économie circulaire, c'est un concept qui a émergé à peu près dans les années 70, qui se définit en premier lieu en opposition à l'économie linéaire, donc le système économique dans lequel nous vivons, qui vise à extraire les ressources, les transformer, les utiliser, et puis les jeter sans trop de considération sur l'impact ni sur l'environnement, ni sur les hommes, ni sur la biodiversité et sur les ressources naturelles qui ne sont pas toujours renouvelables ou pas renouvelables aussi rapidement qu'on en aurait besoin. Donc l'économie circulaire, c'est vraiment, ça se définit en premier lieu en opposition à l'économie linéaire. L'ADEME en a proposé une définition qui a été reprise et complétée dans la norme XP X3901 que je vais vous présenter. Donc effectivement, il s'agit d'un système économique qui vise à optimiser au maximum l'utilisation des ressources et faire en sorte d'en diminuer l'impact sur l'environnement, avec une notion qui est présente dans la norme X3901, mais qui n'est pas présente dans toutes les définitions de l'économie circulaire, qui vise effectivement à favoriser le bien-être des individus. Donc, cette notion-là de poursuivre un développement humain soutenable et socialement et équitable fait partie de la vision française de l'économie circulaire. C'est quelque chose que nous souhaitons défendre au niveau international. Donc, comme vous le savez, c'est un modèle qui s'inspire du fonctionnement en boucle de la nature. La nature ne produit pas de déchets, elle n'a pas en fin de vie, chaque organisme vivant en fin de vie devient une ressource, une matière pour nourrir un autre organisme vivant. Donc c'est effectivement de ce fonctionnement en boucle des écosystèmes naturels que s'inspire l'économie circulaire. L'ADEME, donc, comme je vous le disais, a proposé 7 domaines d'action de l'économie circulaire. On va rentrer un petit peu plus dans le détail de chacun de ces domaines d'action. Et comme je vous le disais, la finalité de l'économie circulaire, ce n'est pas uniquement de consommer moins de ressources, c'est aussi d'assurer un développement humain soutenable. Et donc, l'économie circulaire, c'est une démarche de responsabilité sociétale que de basculer vers un modèle d'économie circulaire. Alors, le domaine d'action numéro 1, mais qui peut être activé il n'y a pas d'ordre d'activation des domaines d'action, mais le domaine d'action numéro 1, c'est l'approvisionnement durable. Donc, ça consiste effectivement à… Excusez-moi, j'étais interrompue. Ça consiste à faire attention lors de l'extraction des ressources, à les exploiter le mieux possible, donc à faire en sorte de ne pas surconsommer les ressources minières, les ressources naturelles. C'est également faire en sorte de favoriser l'utilisation de matières premières issues du recyclage pour ne pas avoir à solliciter les matières naturelles, enfin, les matières premières primaires. Donc, ce pilier recouvre à la fois les modes d'extraction des ressources et d'exploitation des ressources naturelles et les achats privés et publics, donc la façon dont les organisations prennent en compte leurs impacts sur l'environnement et sur la société lors de leurs pratiques d'achat. Et donc, pour ce domaine d'action-là, il y a une norme qui date de 2016, je crois, qui s'appelle la norme ISO 20400, qui donne des lignes directrices pour mettre en place des pratiques d'achat responsables vertueuses, donc des pratiques d'achat responsables dans leur processus achat.
Donc, dans cette norme, on va trouver, par exemple, les principes d'achat en coût complet, ou le TCO, Total Cost of Ownership, et donc différentes méthodologies pour faire en sorte de bien définir le besoin d'un acheteur ou d'une organisation, et pour acheter au plus juste besoin et limiter ainsi l'impact de son achat sur l'environnement et sur la société. Deuxième domaine d'action, l'éco-conception. Donc ce domaine d'action, il est déjà assez connu. En fait, ça fait depuis les années 80-90 qu'il y a des techniques pour l'éco-conception. L'éco-conception, c'est effectivement faire en sorte que lorsqu'on conçoit un produit, on prenne en compte non seulement les étapes de transformation, fabrication mises sur le marché, mais également les étapes amont, donc l'extraction des ressources, leur transformation primaire, leur transformation secondaire, également tout ce qui concerne la fin de vie, l'usage et la fin de vie du produit. Et donc, on va implémenter dans la conception de son produit la prise en compte des impacts environnementaux et sociétaux à chaque étape. Pour ce domaine d'action-là, il y a une norme internationale qui s'appelle l'ISO TR 14062, mais les acteurs économiques français ont considéré que cette norme, elle était assez complexe à mettre en œuvre pour un non-initié, et donc ils ont développé un document qui est plus adapté notamment aux PME et aux entreprises qui n'ont pas un service conception R&D très étoffé, et qui s'appelle donc le NFX 30264. Et donc cette norme française, c'est vraiment un guide méthodologique pour mettre en place l'éco-conception au sein de son organisation, et s'assurer effectivement qu'on communique bien aussi, sans faire de greenwashing, sur son produit éco-conçu. Donc ça, je vous ai cité ces deux normes-là, sachant que pour aller plus loin, lorsqu'on veut faire de l'éco-conception, certains utilisent les techniques d'analyse du cycle de vie, ou ACV, qui sont des méthodes de calcul des impacts environnementaux. Et donc, il y a d'autres normes internationales aussi sur ce sujet-là. Troisième domaine d'action, la symbiose industrielle ou l'écologie industrielle et territoriale. Donc, ce domaine d'action, c'est, je pense que le club dont vous faites partie, enfin le forum auquel vous participez, fait partie de ce domaine d'action, c'est-à-dire que c'est un lieu de rencontre pour imaginer, trouver des synergies, mutualiser les achats, mutualiser les besoins entre différents opérateurs économiques. Donc, cette symbiose industrielle, elle peut se traduire de plein de façons différentes selon qu'on est sur un parc d'activités, sur une zone commerciale, sur une zone agricole où on va pouvoir effectivement faire de la méthanisation de déchets et réinjecter le produit de cette méthanisation dans un réseau de chaleur. Donc effectivement, cette symbiose industrielle, elle se traduit par tout un ensemble de différentes modalités. Je vous propose deux normes qui s'appliquent plutôt effectivement à des sites industriels qui doivent mesurer leur flux entrant, flux sortant en termes comptables, et mesurer l'efficacité de leur processus et limiter les pertes. Donc, c'est la méthode d'analyse des flux de matière et d'énergie, MFCA, Material Flow Cost Accounting. Et donc, les normes NFEN, ISO 14051 et 14052 sont des outils qui permettent de mener à bien ces démarches d'analyse des flux. Est-ce que tout va bien? N'hésitez pas, si vous avez des questions ou si vous souhaitez intervenir, à utiliser le chat en cours d'intervention. On arrive au quatrième domaine d'action, l'économie de la fonctionnalité, qui est un concept économique à lui tout seul, effectivement. Il vise à changer de modèle d'affaires. Donc, dans l'économie de la fonctionnalité, on va privilégier donc l'usage du bien, la vente de l'usage du bien à la vente de la propriété du bien. Et donc, on va transformer le rapport entre vendeur et acheteur de telle sorte à ce qu'il y ait effectivement un lien de confiance et un besoin
exprimé en termes d'usage et non exprimé en termes d'objets ou de matériel. Donc, les cas les plus parlants, c'est Michelin, par exemple, qui vendait des kilomètres roulés et qui assurait la maintenance des pneus, qui assure toujours la maintenance des pneus vendus aux poids lourds. Donc, ils ne vendaient plus les pneus en eux-mêmes, ils vendaient plutôt les kilomètres roulés, et tous les 50 000 ou 100 000 kilomètres, ils assuraient le rechapage et la remise en état des pneus. Il proposait également des services de conseil justement en éco-conduite, de telle sorte à allonger la durée de vie du pneu. Donc tout ceci est au bénéfice de l'usage moindre de la matière caoutchouc vierge, puisque avec un meilleur usage, un usage au plus près, on a moins besoin de remplacer les pneus. Un nouveau cas d'école d'économie de la fonctionnalité, c'est Pandobac, donc qui est une start-up qui, constatant l'accumulation de cagettes sur les marchés de cagettes vides qui finissaient à la décharge ou à la benne ou à l'incinérateur selon les cas, a mis au point un système de solutions, ce qu'ils appellent des solutions logistiques zéro déchet, c'est-à-dire que Pandobac reste propriétaire des bacs de transport des produits alimentaires. Il ne fait que les louer et il s'occupe également de les laver, de les remettre en circuit au fur et à mesure de leur usage. Donc, bacs qui sont bien entendu éco-conçus pour durer le plus longtemps possible et ne pas impacter l'environnement lors de leur fabrication. Donc, effectivement, Pandobac ne vend plus des bacs de transport de denrées alimentaires, mais il vend des solutions logistiques zéro déchet. Donc, on voit bien qu'on n'est plus sur la vente d'un bien qui va être utilisé puis jeté, mais on est sur une boucle vertueuse d'utilisation d'un même bien entre le propriétaire et l'utilisateur. Je vous ai cité donc 2 normes qui permettent de mener à bien justement de mieux définir quel est le besoin, quel est l'usage et comment va se chiffrer l'usage d'un produit. Ce sont des normes françaises NFX 50-100 et 159. Donc, ce sont des normes méthodologiques également pour faire une analyse fonctionnelle de l'usage d'un produit. La consommation responsable, donc autre domaine d'action qui là porte non plus sur l'offre des producteurs, mais plutôt sur les comportements des consommateurs. Et donc là, il s'agit effectivement de modifier les pratiques de consommation, mais pour cela, les producteurs doivent être impliqués puisqu'ils doivent donner une information claire et compréhensible aux consommateurs, aux acheteurs, sur les composantes environnementales et sociétales du produit, au même titre, en regard également des informations économiques. Donc, ce domaine d'action, il implique un changement des comportements de consommateurs, mais également un changement d'attitude des producteurs. Ça se traduit soit par de l'affichage produit du respect de critères environnementaux déjà définis dans sa cahier des charges, c'est le cas de l'écolabel européen, c'est le cas de la marque NF Environnement, soit par, c'est un nouveau mode d'information consommateur qui est issu de la loi dont je vais parler par la suite, qui s'appelle donc l'affichage environnemental. Et là, il ne s'agit pas d'afficher la conformité à un cahier des charges, il s'agit simplement d'afficher que le produit qu'on met sur le marché produit une note environnementale, donc qui est liée à un calcul d'analyse de cycle de vie qui peut être hiérarchisé entre A, très bon pour l'environnement, ou moins pire pour l'environnement, et E, exécrable pour l'environnement. Donc le ABCDE permet aux consommateurs de choisir le produit comme un Nutri-Score en fonction de l'impact environnemental du produit. Donc cette marque impact environnemental va être déployée progressivement sur le textile, puis sur d'autres secteurs d'activité. L'allongement de la durée d'usage, donc là, c'est effectivement dans le comportement des consommateurs. Il s'agit là de pouvoir réparer, d'être amené à réemployer ou réutiliser des produits. Donc la réparation, c'est assez... Son nom l'indique, c'est assez facile à définir. Réemploi et réutilisation, il y a une notion en fait de passage par le statut
de déchets qui distingue le réemploi de la réutilisation. Mais pour simplifier, le réemploi, c'est on va démonter une porte, la remettre en état, la nettoyer et la réutiliser pour le même emploi. Donc, ça va rester une porte. La réutilisation, là, on va détruire la porte, prendre toutes les matières issues de la porte, les amener dans un circuit de recyclage et leur donner un nouvel usage. Par exemple, le verre de la porte vitrée sera transformé en bouteille, etc. C'est très simplifié, mais voilà ce qui distingue le réemploi de la réutilisation. Pour activer ce domaine d'action le plus simplement possible, il faut effectivement que les produits soient facilement réparables, démontables, qu'il y ait une traçabilité la meilleure possible sur les matériaux qui composent le produit. Donc, les opérateurs qui mettent sur le produit des marchés mettent sur le marché des produits sont premiers responsables effectivement de la qualité des produits qui seront ensuite amenés à être réemployés ou réutilisés en fin de vie. Et enfin, dernier domaine d'action, gestion efficace des matières ou produits en fin de vie. Ah oui, je ne vous ai pas précisé également sur le slide précédent, et comme sur celui-ci d'ailleurs, sur la réparation, la réutilisation, le réemploi, en fait, il y a énormément de normes puisque selon la typologie de produit, la traçabilité ne va pas être la même, les caractéristiques techniques ne vont pas être les mêmes. Et donc, il y a des normes qui existent pour caractériser des déchets, caractériser des substances, faire en sorte de définir une méthodologie de mesure des polluants dans un produit, par exemple, ou dans un matériau. Donc, effectivement, là, je n'ai pas pu vous proposer des normes, mais il en existe et un bon nombre. Je vois qu'il y a une question peut-être ou une réaction. Avez-vous des études démontrant l'impact de la présence de ces logos et ou l'engagement d'une entreprise sur l'acte d'achat et la perception client? Alors, nous, on est AFNOR, pardon, et alors AFNOR Certification délivre l'écolabel européen, et je crois que c'est au niveau européen qu'il y a des études de perception et de connaissance effectivement de l'écolabel européen. Par contre, sur NF Environnement, alors on a fait des études de notoriété sur la marque NF, comprenant la marque NF Environnement. Donc, on mesure la notoriété d'une marque au regard des comportements d'achat. Mais par contre, on n'a pas, les consommateurs ne font pas la distinction entre NF et NF Environnement. NF, c'est une marque avec des critères de qualité. NF Environnement, c'est une marque avec des critères de respect de l'environnement. Donc, effectivement, la notoriété entre NF et NF Environnement n'est pas avérée pour les consommateurs. Ensuite, vous parliez de l'acte d'achat. Il y a l'ADEME qui publie régulièrement un baromètre sur le comportement des consommateurs et ils en ont publié un en 2019. Donc, je crois qu'ils le renouvellent tous les 5 ou tous les 10 ans. Et effectivement, dans cette étude de l'ADEME, il faudrait que je retrouve le lien, il y a toute une mesure effectivement sur la modification des comportements et sur l'impact des labels et des marquages produits sur l'acte d'achat. Alors, gestion efficace des matières ou produits en fin de vie. Donc, vous voyez à gauche la hiérarchisation des modes de traitement qui est réglementaire. Hein, c'est dans la loi française, effectivement. En premier lieu, on doit prévenir la production de déchets. On doit éviter que le produit devienne un déchet. Ensuite, on doit favoriser son réemploi, sa réutilisation, puis son recyclage. Éventuellement, quand il ne peut pas être recyclé, on l'envoie en valorisation énergétique. S'il n'y a pas de solution de valorisation énergétique, en incinération, si possible avec récupération, en incinération, pardon, sans récupération de chaleur, et enfin, en dernier lieu, l'enfouissement. Et donc, ce dernier domaine d'action, en fait, souvent, on a tendance à réduire l'économie circulaire au recyclage, au réemploi. Mais en fait, ça intervient bien après tous les autres domaines d'action. Et si on a bien agi au préalable sur l'éco-conception, sur les achats responsables, sur l'économie de fonctionnalité également, du coup, ce domaine d'action devient
devient moins important, entre guillemets, puisque les déchets ne sont pas produits. Avant de passer au contexte réglementaire, est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces 7 domaines d'action? Je n'en vois pas. Bon, n'hésitez pas en tout cas. Donc, le contexte réglementaire, le 20 février 2020 a été promulguée la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, donc en France. Cette loi, elle fait suite à tout un travail de construction d'une feuille de route nationale pour l'économie circulaire qui avait été publiée en 2018, dans laquelle il y avait 50 mesures pour favoriser la transition vers une économie circulaire. Cette loi, elle fait aussi suite au plan d'action numéro 1, économie circulaire de l'Union européenne. En fait, l'Union européenne a aussi des ambitions de réduction de la quantité de déchets produites, d'augmentation du taux de déchets recyclés depuis de nombreuses années. Donc, tout ceci est imbriqués l'un dans l'autre, sachant que l'Europe a renouvelé son plan d'action, donc a produit un deuxième plan d'action l'année dernière et a publié son pacte vert pour l'Europe, donc qui est une ambition de transformer les modèles économiques dans toute l'Europe pour favoriser l'économie circulaire notamment et pour atteindre la neutralité carbone. Donc cette loi anti-gaspillage qui a été promulguée le 20 février dernier, elle contient 130 articles, donc c'est une loi qui est très dense, et ces articles concernent absolument tout le monde. Tous les secteurs d'activité sont impactés à un moment ou à un autre. Donc, on ne peut pas en faire une présentation exhaustive. L'idéal, ce serait d'aller chercher pour chaque secteur d'activité quel est le texte de loi ou le décret qui va impacter ce secteur. Je vous en ai proposé une liste ici qui est assez représentative, effectivement, mais qui n'est pas exhaustive. Donc, je vous invite tous à aller consulter la loi et puis le laïus explicatif sur le site du ministère de la Transition écologique. Donc, le premier objectif de cette loi, c'est effectivement sortir du plastique jetable, donc atteindre 0 plastique jetable d'ici 2040. Avec dans cette première mouture, il y a déjà des décrets d'application qui sont entrés en vigueur, comme par exemple depuis le 1er janvier, je crois que vous ne pouvez plus acheter de touillettes, vous ne pouvez plus acheter de gobelets, les cotons-tiges en plastique sont interdits. Donc progressivement, de plus en plus d'objets en plastique jetable ou de plastique à usage unique vont être interdits, de telle sorte à viser le 0 plastique jetable d'ici 2040. Donc, c'est un projet très ambitieux, mais qui a déjà des jalons avec des sorties progressives, des interdictions de mise sur le marché progressive de plus en plus de produits. Un autre exemple de texte, d'articles qui concerne uniquement les lave-linges, mais qui est non négligeable pour tous les écosystèmes, c'est qu'en fait, chaque vêtement en fibre synthétique rejette des microplastiques qui finissent dans les océans, puisqu'ils ne peuvent pas être filtrés dans les stations d'épuration. Donc, il va y avoir l'obligation pour tous les lave-linges neufs d'avoir ces filtres, d'être équipés de ces filtres de microfibres plastiques pour éviter que ceux-ci finissent dans les océans. Deuxième grand axe, c'est mieux informer les consommateurs. Donc, je vous en ai parlé sur l'affichage environnemental. Il y a une méthodologie qui va être, qui est la même pour tous, c'est-à-dire que pour afficher les notes environnementales ABCDE sur son produit, il faudra respecter la méthodologie fixée par l'ADEME, qui s'appuie sur des référentiels sectoriels. Donc, il y a une trentaine de référentiels de produits qui existent déjà et d'autres qui peuvent être développés à la demande des producteurs, des metteurs sur le marché pour la suite. Deuxième axe pour informer les consommateurs et pour leur faciliter la vie, c'est rendre le tri plus efficace avec des marquages plus simplifiés sur les produits, des modalités de tri. Également, il y a dans cette loi le projet d'harmoniser tous les conteneurs à déchets, c'est-à-dire que la poubelle jaune, par exemple, deviendra
poubelle jaune pour tous les emballages sur tout le territoire et pas vert pour le verre ou le carton selon la ville où on se trouve. Sur tout le territoire français, il y aura une seule couleur pour chaque typologie de déchets et pour faciliter effectivement le geste de tri pour les consommateurs. Troisième axe, lutter contre le gaspillage et pour le réemploi solidaire. Donc, il y avait déjà une interdiction des invendus alimentaires qui était déjà dans une loi précédente. Désormais, cette interdiction de destruction s'applique également aux autres produits non alimentaires, donc notamment textiles. On a vu passer plusieurs scandales de fabricants de produits textiles ou de distributeurs de textiles de prêt-à-porter qui détruisaient leurs invendus. Donc ça, ce sera interdit. Je crois que le décret d'application n'est pas encore entré en vigueur, mais ce sera prochainement interdit. Créer des fonds pour le réemploi. Donc, il va y avoir des financements pour faciliter le réemploi et la réparation des objets de vie courante. Permettre la vente des médicaments à l'unité. Donc, en pharmacie, pour certains types de médicaments, il sera possible de les acheter à l'unité et non plus sous blister et sous suremballage. Donc ça, ce sont encore quelques exemples de ce qu'il y a dans la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Agir contre l'obsolescence programmée. Donc, pour agir contre l'obsolescence programmée, l'État a développé avec l'ADEME un indice de réparabilité et va tendre vers un indice de durabilité, donc avec des notions de fiabilité qui vont être ajoutées à l'indice actuel. Donc, cet indice de réparabilité, à ce jour, il s'applique à 5 types de produits, les smartphones, les ordinateurs portables, les lave-linges, les tondeuses à gazon, et je n'ai plus le dernier en tête, mais voilà, il y a 5 typologies de produits. Les modes de calcul des indices de réparabilité sont en ligne, ils sont disponibles, et c'est pour le moment un affichage volontaire, mais l'État souhaite le rendre obligatoire au fur et à mesure de l'entrée sur le marché de nouveaux produits. Ensuite, mieux produire. Dernier point, donc mieux produire. Donc là, on va aller sur effectivement l'action que les producteurs peuvent mettre en œuvre et devront mettre en œuvre pour faciliter une économie plus circulaire. Donc notamment un bonus-malus dans l'éco-contribution des producteurs. Donc l'éco-contribution, la taxe que les producteurs doivent payer pour traiter la fin de vie de leurs produits sera modulée en fonction d'un niveau de respect de l'environnement, d'un niveau d'éco-conception du produit pour inciter davantage de producteurs à éco-concevoir leurs produits. Il y aura des plans quinquennaux d'éco-conception également, donc pour vraiment que chaque filière s'engage dans l'éco-conception des produits et des services. Et puis, donc, les filières REP, donc les filières à responsabilité élargie des producteurs, vont être étendues à de nouveaux produits et à de nouvelles familles, à de nouvelles filières. Et leur gouvernance va être remaniée avec de nouveaux objectifs qui ne vont plus être limités à la quantité de déchets véritablement traités par les filières, mais également à la façon dont ils favorisent eux-mêmes, au sein de leur filière, l'éco-conception et le réemploi. C'est dense, c'est dense cette actualité réglementaire. Donc, comme je le disais, il y a 130 articles dans ce texte de loi. Il y a près de 80 décrets d'application qui sont attendus. Je crois qu'ils en ont publié une vingtaine à ce jour. Donc effectivement, au fur et à mesure du temps, là, il y a de nouveaux décrets d'application qui vont sortir pour faire en sorte que cette loi entre vraiment dans le quotidien des opérateurs économiques, qu'il s'agisse des consommateurs ou des entreprises. Alors, donc ça, c'était la réglementation, donc c'est la partie coercitive. Maintenant, je vais vous parler de la partie volontaire, donc c'est la partie un peu plus plaisante. C'est comment est-ce que l'AFNOR et les acteurs économiques ont devancé la législation en se disant comment est-ce qu'on peut outiller les entreprises pour faire en sorte qu'elles favorisent dans leurs activités, dans leur processus, une économie plus circulaire. Donc, un petit rappel d'abord sur la norme telle que l'AFNOR en produit, c'est qu'on parle de normes volontaires par opposition aux normes réglementaires. Donc, c'est effectivement les normes produites par l'AFNOR et par l'ISO sont des normes d'application volontaire. Elles sont fixées, elles sont établies, leur contenu est construit par les utilisateurs, donc par les entreprises, par les pouvoirs publics, par les représentants des associations, les représentants des consommateurs et quelques ONG également.
qui effectivement se mettent autour de la table pour définir ensemble qu'est-ce qui est la définition, la ligne directrice, le cadre qui va permettre à chacun de s'approprier le sujet et de progresser. Donc, comme je vous le disais, c'est volontaire. Chaque opérateur est invité à rejoindre le tour de table. Il y a des enquêtes publiques également. Donc, même si vous n'avez pas pu participer aux négociations, vous pouvez donner votre avis juste avant la publication d'une norme. Elle est soumise à enquête publique de telle sorte à ce qu'on puisse collecter l'ensemble des besoins des utilisateurs et que le document colle au mieux aux besoins des utilisateurs. Donc, la norme XP X30901, elle a un nom de code un peu bizarre, mais c'est une norme XP parce que expérimentale, X30 parce que c'est le nom de code de la commission qui l'a produite, et 901, c'est son identifiant. Donc, elle est sortie en octobre 2018. En même temps qu'a été construite la feuille de route gouvernementale pour l'économie circulaire. Il y avait donc une commission de plus de 50... Pardon ? J'ai entendu quelqu'un, vous aviez peut-être un commentaire? Non, bon. Donc, il y avait près de 50 participants qui ont participé à la construction du document, donc le ministère de la Transition écologique, l'ADEME, aurait des instituts effectivement un peu experts sur ces sujets, comme l'INEC, l'Institut national d'économie circulaire, l'Institut européen d'économie de la fonctionnalité et de la coopération, et puis des entreprises et des fédérations donc, qui représentent un panel le plus représentatif possible des acteurs économiques. Donc, il s'est agi par cette norme de proposer un cadre commun qui permettait de parler la même langue entre différents acteurs et d'accompagner les initiatives. Cette norme, ça a été aussi un levier pour la France pour prendre le leadership au niveau international, puisque à la production de cette norme, le sujet a été proposé comme sujet de travail au niveau ISO. Il y a eu un engouement très fort, il y a donc 70 pays qui ont répondu présents pour produire les normes ISO de demain sur l'économie circulaire. Et c'est, pour vous dire l'enjeu que ça représente, c'est un comité technique qui a été monté. Ça veut dire qu'ils ont vocation à produire plusieurs normes, plusieurs outils, puisqu'une seule norme ne suffira pas à outiller tous les acteurs économiques sur l'ensemble des enjeux que je vous ai décrits juste avant. Donc, il y a près de 80 pays qui participent. Et voilà, c'est l'ISO TC 323, donc comité technique, TC c'est Technical Committee 323, qui travaille actuellement sur de nouveaux documents. Le document que je vais vous présenter par la suite, donc la norme XP X30901, est sur la table des négociations, c'est-à-dire qu'on souhaite défendre ce document au niveau international. L'idée, c'est quand même de promouvoir une vision française de l'économie circulaire au niveau mondial, mais également le besoin, il porte sur différents types d'outils. Et donc, on pilote les travaux pour produire différents outils. Comment ça se passe? Donc, s'il y a des réunions au niveau ISO très régulièrement, mais enfin, il y en a eu une là en janvier, une plénière la semaine dernière. Ils se réunissent à peu près tous les 3 mois pour croiser leurs travaux. Et en parallèle, chaque pays se réunit donc dans une commission. En France, c'est la commission X30M, donc une commission nationale, pour travailler ensemble en amont et se mettre d'accord sur quelle est la position française qu'on va défendre ensuite au niveau des réunions des négociations internationales. Donc, vous pouvez rejoindre cette commission si vous souhaitez contribuer aux travaux, apporter vos expertises. C'est effectivement possible de rejoindre la commission X30M et ensuite, éventuellement, de rejoindre la délégation de la commission qui va participer aux discussions au niveau international. Donc, je vous le disais, l'objectif au niveau ISO, ce n'est pas de produire une seule norme, mais plusieurs normes. C'est vraiment d'outiller tous les opérateurs pour basculer à l'économie circulaire. Alors, l'idée est-elle bien de définir une norme économie circulaire pour laquelle les entreprises pourront ensuite se faire certifier? Alors, je vais y venir ensuite parce que je vous présenterai la norme X30901 et vous verrez qu'elle est certifiable, entre guillemets. Au niveau ISO, les discussions démarrent, donc on n'a pas encore, il n'est pas encore défini si les entreprises vont se faire certifier économie circulaire, ISO économie circulaire. Alors, mais j'y reviendrai par la suite. Donc, il y a 4 groupes de travail qui ont été montés.
Le premier travaille sur les principes génériques, la terminologie, donc les définitions de l'économie circulaire, et va travailler aussi sur une norme de système de management. Donc dans l'idée, effectivement, une norme de système de management comme ISO 9001, comme ISO 14001, c'est en général certifiable. Maintenant, il y a des cas où ça n'est pas certifiable, notamment le cas de l'ISO 26000 sur la responsabilité sociétale, où les négociations, les différents pays se sont mis d'accord sur le fait qu'il ne pouvait pas y avoir de conformité à la responsabilité sociétale. Ça ne pouvait être qu'un objectif à atteindre, enfin qu'un objectif, comment dire, ça ne pouvait être que des lignes directrices et pas des exigences, voilà. Donc effectivement, dans certains cas, les normes ne sont pas certifiables, les normes de système de management ne sont pas certifiables. Deuxième groupe de travail, on travaille sur des guides pour la mise en œuvre. Donc là, en l'occurrence, des guides sur les modèles économiques, les différents modèles économiques qui existent dans l'économie circulaire, sur l'éducation, la formation à l'économie circulaire, sur les approvisionnements et les achats publics, quelles sont les spécificités dans les achats publics en économie circulaire. Troisième groupe de travail, il travaille sur la mesure de la circularité. Donc là, pour le coup, dans la mesure de la circularité, il s'agira de définir une méthodologie partagée par tous sur l'évaluation, sur le niveau de circularité d'un produit, d'une matière, d'un pays, d'une organisation, d'une entreprise. Et donc là, il y aura des outils effectivement de mesure et qui permettront, j'espère, un benchmark entre différents produits, entre différents pays, entre différentes organisations. C'est un gros travail de rédaction également sur ce sujet-là, et de partage de connaissances, hein, bien sûr. Et enfin, donc, dernier groupe de travail qui est piloté par la France également, donc sur des sujets plus spécifiques qui étaient poussés par la France. L'approche basée sur l'économie de la fonctionnalité, d'une part, et l'approche territoriale de l'économie circulaire, d'autre part. Donc, ce sont des sujets qui vont donner lieu à la production de guides également et de rapports techniques, donc de retours d'expérience d'utilisateurs de ces méthodologies. La publication des normes au niveau ISO, elle est prévue en 2023, mais parce qu'effectivement, les négociations portent sur des documents riches. Il s'agit effectivement d'être le plus exhaustif possible, de représenter l'intérêt de tous les pays. Donc, il va falloir trouver un consensus pour le contenu de chacun de ces documents. Donc, c'est prévu en 2023, mais en attendant, en France, il y a déjà effectivement la possibilité de passer à l'action. Vous n'avez pas attendu les normes pour passer à l'action. Au contraire, c'est par l'initiative, par la pléthore d'initiatives qu'il y avait en France, qu'est né le besoin de définir une norme et d'avoir un cadre partagé qui soit réplicable et qui soit comparable d'une organisation à une autre. Donc la norme XP X30 901, c'est une norme un peu hybride, c'est une norme de système de management, donc comme elle a un petit 1 à la fin, donc comme 9001, 14001, 50001 pour l'énergie, 45001 pour la sécurité. C'est une norme de système de management. La particularité de cette norme, c'est qu'elle ne s'applique pas à une organisation forcément, elle peut s'appliquer à un projet. Donc le projet c'est toute ambition de changement. Donc le projet, ça peut être un projet de développement de produits, ça peut être un projet de définition d'une stratégie d'entreprise, ça peut être voilà, le projet est au libre choix de l'organisation ou de l'organisme ou du collectif multi-acteurs qui souhaite monter un projet d'économie circulaire, parce que effectivement l'économie circulaire, c'est souvent porté par plusieurs organisations qui collaborent ensemble plutôt que par une seule organisation. Donc, cette norme, elle contient des exigences, comme les normes de système de management certifiables, et elle contient des recommandations, donc des lignes directrices qui effectivement sont à la juste appréciation de chaque utilisateur pour, selon son contexte, selon ses enjeux, favoriser un projet plus circulaire. Et l'objectif de ce système de management de projet, c'est de faire en sorte qu'il serve véritablement les 3 piliers du développement durable, donc améliorer sa performance environnementale, économique et sociétale, et tout en contribuant effectivement à une économie circulaire. Il définit des étapes, donc là je vais y revenir par la suite, les différentes étapes. Donc comme dans toute norme de système de management, il y a un modus operandi pour faire en sorte que le projet serve bien l'économie circulaire.
La structure de ce document, elle est familière de ceux qui utilisent déjà les normes de système de management comme ISO 9001, 14001, etc. Elle s'appuie sur la roue du PDCA, Plan Do Check Act. Donc, ce sont les principes d'amélioration continue qu'on trouve dans toutes les normes du système de management. À la différence, donc, qu'elle s'applique à un projet, comme je le disais. Les particularités de ce document, c'est que dans le chapitre 4, sur le contexte de l'organisme, il y a plusieurs définitions de quels sont les domaines, enfin, les définitions des domaines d'action de l'économie circulaire figurent dans ce chapitre 4, avec en face les finalités de chaque domaine d'action, donc économique, sociétal et environnemental. Donc, ça permet de mesurer chaque domaine d'action, l'intérêt de chaque domaine d'action pour la RSE, pour l'économie circulaire. Et en annexe de la norme, il y a tout un ensemble, il y a une dizaine de pages de tableaux de questionnement qui permettent lorsqu'on a un projet d'économie circulaire, de balayer les 7 domaines d'action de l'économie circulaire et les 3 piliers du développement durable et de se dire, est-ce que je n'ai pas oublié quelque chose? Est-ce qu'il y a un risque de transfert d'impact ou un risque d'effet rebond dans mon projet qui ferait que, certes, j'aurais peut-être un bénéfice économique très fort et environnemental très fort, mais au niveau sociétal, ça ne marchera pas, ou ça risque de nuire à mon ancrage local, etc. Donc, ça permet effectivement de se poser les bonnes questions au moment où on constitue son plan d'action, en fait. Alors, on me demande, cette norme contient combien de pages, s'il vous plaît? De mémoire, je crois que c'est une 30aine de pages. Donc, elle est assez synthétique. Et comment peut-on faire pour obtenir cette norme? Eh bien, je vous ai mis un lien ici. Voilà, donc sur la boutique en ligne d'AFNOR Édition. Donc, ce document, il vous sera transmis. Il y a des liens cliquables sur l'ensemble du document. Et donc, vous aurez la possibilité d'accéder à ce document via la boutique d'AFNOR Édition. Voilà, donc effectivement, vous pourrez vous la procurer sur ce site. Je reviens ici, voilà, donc je vous parlais des 3 finalités, les 3 dimensions environnementales, économiques et sociétales de l'économie circulaire. Il y a des exemples d'enjeux d'impact pour les finalités de l'économie circulaire et du projet. Et donc, cette norme, elle invite l'utilisateur à questionner son projet à l'aune des 3 dimensions du développement durable et des 7 domaines d'action. Et pour ainsi, comme je vous le disais, identifier les effets directs et les effets indirects et le risque de transfert d'impact entre les différentes dimensions et domaines d'action. Cette norme est déjà en application, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, elle est déjà en application. C'est d'application volontaire, hein, comme je vous l'ai dit. C'est effectivement au bon vouloir des utilisateurs, mais elle est déjà publiée et vous pouvez vous la procurer. Donc là, ce schéma, il est un peu complexe à percevoir au premier abord, donc je vais me permettre de le commenter. Il est issu, c'est un extrait de la norme, hein, c'est un extrait direct de la norme. Donc, lorsqu'on a un projet d'économie circulaire, la première étape, en fait, que la norme invite à mettre en place, c'est de faire la cartographie de sa situation de référence, donc de comprendre son contexte et de cartographier la situation de référence, donc pour le projet donné, d'identifier chaque domaine d'action qui va être activé, l'impact que ça va avoir sur l'environnement économique et sociétal. Donc, on va remplir une matrice de croisement des 7 domaines d'action et des trois domaines du développement durable. Et ça va nous donner donc une cartographie de la situation de référence. Ça va nous permettre d'identifier là où il y a éventuellement des trous dans la raquette. Hein. C'est pas forcément d'activer les 7 domaines d'action instantanément. Néanmoins, il faut quand même se poser la question au préalable pour éviter de faire un produit éco-conçu, mais qui vendu en volume très important, mais finalement desserve la cause puisqu'il produira beaucoup de déchets. Donc, par exemple, un cas d'école, c'est les trottinettes en économie de fonctionnalité, donc les trottinettes en location en libre service. Donc il y a eu une surproduction de trottinettes, sauf qu'il n'y a pas eu de prise en compte de la fin de vie de ces trottinettes, de leur démontabilité, de leur réparabilité. Et donc même si c'est de l'économie de fonctionnalité, comme elles n'ont pas été
éco-conçue ou que la taille la taille du marché n'a pas été mesurée au préalable. Mais du coup, ça a généré énormément de déchets qui ont fini dans les décharges en Chine notamment. Donc, le préalable, effectivement, c'est de construire cette cartographie de référence, d'identifier là où on a un fort impact et un fort bénéfice économique, et de bâtir sa stratégie, ses objectifs en fonction de cette cartographie initiale. Et ensuite, donc, de dérouler les plans d'action avec les indicateurs de suivi, les indicateurs de résultats que l'on retrouve dans le PDCA des systèmes de management, en fait. Et puis, bien entendu, on termine par la boucle de fermeture de l'amélioration continue, donc, puisque effectivement, on n'atteint pas l'économie circulaire, la perfection de l'économie circulaire en une seule itération. Et donc, il s'agit à chaque fois améliorer son projet, améliorer ses pratiques, ses processus pour favoriser une économie encore plus circulaire dans le cadre de son projet. Oh, putain. Alors, peut-on coupler la norme 9001 qualité à cette norme où elles sont bien distinctes? Oui, on peut la coupler effectivement. Simplement, et au contraire, en fait, lorsqu'on a déjà mis en place un système de management ISO 9001, donc qui porte sur l'organisation de l'entreprise avec tous les processus clés, le pilotage des processus, les indicateurs, etc. Au contraire, on a déjà toute la boîte à outils pour dérouler le PDCA. Il s'agit par contre là d'identifier bien sur quel projet on va appliquer cette nouvelle norme ISO XPX 39101, faire la cartographie et ensuite utiliser les mêmes outils que sur la norme 9001 pour déployer son projet, le faire vivre et le faire tourner et l'améliorer. Donc, vous me demandiez si la norme était déjà en application. Alors, il y a plusieurs entreprises qui étaient autour de la table lors de la rédaction de la norme, qui ont effectivement appliqué la norme à leurs différents projets. Donc, vous voyez la multitude de projets qui a été mise en avant dans ce document de témoignage, sachant qu'il y en a encore d'autres. Hein, toutes les entreprises n'ont pas témoigné, mais donc le projet le plus ambitieux, c'est Target, qui a souhaité intégrer l'économie circulaire à l'ensemble de sa stratégie. Donc, vraiment faire en sorte de produire des produits circulaires et boucler la boucle de l'économie circulaire avec des systèmes de collecte de leur… donc, Target, il fabrique des revêtements de sol. Et donc, ils ont mis en place un système de collecte de leurs revêtements de sol et même des revêtements de sol concurrents en fin de vie pour pouvoir ensuite les recycler, les remettre sur le marché et donc favoriser ainsi l'économie circulaire sur l'ensemble de leur chaîne de valeur. Suez, qui est dans le traitement des déchets notamment, a utilisé cette norme sur un centre de tri et de recyclage qui est au Maroc, où les systèmes de collecte de déchets là-bas ne fonctionnent pas du tout comme ici. Il n'y a pas de service de collecte, ce sont des travailleurs, ce sont des… alors j'ai peut-être pas le bon terme, ce sont des collecteurs qui, individuellement, vont collecter les déchets et essayer de les revaloriser à droite à gauche. Et donc là, le projet a consisté à intégrer ces collecteurs dans le processus de tri et de gestion des déchets. Le 11, donc c'est un projet de construction de logement. Donc là, c'est un projet de bâtiment dans le BTP qui favorise effectivement l'introduction de matériaux recyclés dans la construction, la conception du projet immobilier. Italpolina, c'est un acteur de l'agro-industrie qui produit donc différents produits issus de fumier pour alimenter effectivement les agriculteurs, notamment les agriculteurs en agriculture bio. Gesnor, c'est une société de services qui est un centre d'appel qui est passé en économie de la fonctionnalité. Et Flexink également, il est passé en économie de la fonctionnalité. Donc, plutôt que de vendre du volume de pages imprimées, il vend des services d'impression collaborative. Donc, ces utilisateurs ont témoigné. Donc, il y a un document qui est en libre accès également, que vous pouvez télécharger, qui vous montre comment ces entreprises se sont appliquées cette norme, comment est-ce qu'ils ont construit la matrice 3x7 que je vous présentais dans le contenu de la norme, qui est vraiment le cœur du réacteur de cette norme, et quels sont les bénéfices qu'ils en ont tirés sur leur projet.
Alors, pour résumer, cette norme, elle aide, oh là, il est 16h30 déjà. Elle aide à structurer un projet, elle pousse à réfléchir avant d'agir, effectivement, pour identifier les bénéfices et les risques économiques à changer de modèle, et vient également à identifier les transferts d'impact. Elle s'intègre au système de management tel que ISO 9001, ISO 14001. Elle a donc, comme je vous le disais, une forte dimension pédagogique grâce à son annexe de questionnement qui permet de se poser les bonnes questions avant de lancer ses projets. Et elle favorise bien sûr la valorisation des bonnes pratiques, le partage d'un langage commun et donc la démonstration qu'on fait vraiment œuvre d'économie circulaire par son projet. Donc, je vous l'ai dit déjà, effectivement, vous pouvez vous procurer la norme sur le lien sur la boutique AFNOR Édition. Et je vais passer sur voilà, les différentes solutions du groupe AFNOR pour activer l'économie circulaire. Premier axe, effectivement, c'est que si vous êtes déjà un acteur de l'économie circulaire, vous pouvez rejoindre la commission de normalisation, influencer les travaux, défendre votre position, défendre votre innovation, votre manière de faire de l'économie circulaire dans les documents qui vont faire la règle du marché demain. Vous pouvez aussi, par ce biais-là, rencontrer des experts, valoriser votre expertise et effectivement partager votre expertise sur l'économie circulaire. Auparavant, la normalisation avait beaucoup de réunions à Saint-Denis, à notre siège. De plus en plus, grâce à finalement le Covid n'a pas que du mauvais, de plus en plus les réunions peuvent se faire à distance et donc il est vraiment plus que temps, sentez-vous libre de contacter le chef de projet de normalisation pour savoir quelles seraient les modalités pour rejoindre la commission de normalisation. Autre aspect, donc, qui n'est plus dans la construction des normes, mais plutôt là dans le j'agis et je veux le faire savoir, ou je veux progresser. La norme XPX 3900 a suscité beaucoup d'intérêt, notamment des entreprises qui ont dit mais moi je fais déjà de l'économie circulaire et je veux que mes donneurs d'ordre le sachent et soient rassurés sur le fait que je fais de l'économie circulaire. Et donc l'entité AFNOR Certification a développé une offre d'évaluation AFAC Économie Circulaire qui vous permet donc qui vous permet effectivement de vous faire évaluer par un tiers indépendant, de valider effectivement que votre projet fait bien œuvre d'économie circulaire, que vous avez bien mené la réflexion sur la matrice 3x7 et également que vous faites tourner la boucle d'amélioration continue de telle sorte à ce que votre projet serve de mieux en mieux les bénéfices de l'économie circulaire. Deuxième système de reconnaissance proposé par AFNOR Certification, là c'est plutôt sur la démarche d'éco-conception. Donc dans le cas où vous mettez sur le marché des produits ou des services et que vous souhaitez démontrer que toute votre organisation est tournée vers l'éco-conception de ces produits et services, vous pouvez faire évaluer votre démarche d'éco-conception. Et donc ça permet aussi de faire valoir le fait que votre organisation, votre démarche est bien vertueuse, non pas sur un seul produit, mais sur l'ensemble de votre organisation. Combien de temps peut prendre une évaluation de certification et combien ça coûte-t-il? Alors, c'est toujours la question complexe parce que selon la taille du projet, selon la taille de votre entreprise et selon effectivement le temps dont vous disposez aussi, l'évaluation, elle peut durer 2 jours pour une toute petite entreprise, enfin 1 à 2 jours d'audit pour une toute petite entreprise, comme elle peut durer 2 semaines pour une entreprise qui a plusieurs sites de production et qui souhaite effectivement qu'on interroge ses parties prenantes externes. Donc effectivement, c'est toujours un peu complexe de répondre à cette question, mais si vous souhaitez avoir un chiffrage précis, je vous invite à me recontacter. Je vais vous envoyer mes coordonnées dans la conversation et puis elles seront sur le document pour que je puisse vous proposer un chiffrage. Donc vous dites 80% des entreprises ont moins de 5 salariés. Donc effectivement, pour une TPE, ça va être de l'ordre de une journée d'audit sur site, plus un temps de rédaction du rapport, de préparation et de rédaction du rapport. Et donc, il faut compter environ 2 500 € pour la première année et un petit peu moins pour les années suivies. Donc, voilà, ça vous donne un aperçu pour une TPE. Voilà pour AFAC Éco-Conception. Donc, AFAC Éco-Conception, je ne l'ai pas souligné, c'est une démarche qui a été, le référentiel a été validé
repris avec le pôle éco-conception. Donc, c'est vraiment des experts de l'éco-conception et qui ont un regard opérationnel et pragmatique sur les démarches d'éco-conception. Par ailleurs, pour progresser sur le sujet, qu'il s'agisse d'économie circulaire au sens large, d'éco-conception ou d'analyse du cycle de vie, qu'il s'agisse également d'approvisionnement durable, d'achat responsable, AFNOR Compétences a un catalogue de formations qui vous permet aussi de monter en gamme, de monter en compétences sur le sujet. Il y a une formation diplômante qui va bientôt être proposée, mais pour le moment, il y a quelques blocs de compétences qui sont déjà disponibles sur le catalogue d'AFNOR Compétences. Voilà, nous arrivons à la partie questions-commentaires. Je pense qu'il y a eu pas mal de questions au fur et à mesure, mais si vous souhaitez, n'hésitez pas à me poser de nouvelles. Je vais terminer en attendant vos questions par vous indiquer effectivement qu'il y a différents documents ressources que vous pouvez consulter librement avant d'acheter la norme. Donc, sachant que oui, la norme, vous pouvez l'acheter, je crois qu'elle coûte 100 €. Si vous souhaitez vous la procurer sur la boutique d'AFNOR Édition, elle est à 100 € l'unité. Donc, documents ressources, nous avons mené une étude sur la maturité des entreprises françaises en matière d'économie circulaire l'année dernière en partenariat avec Auré. Et donc, vous avez la restitution de ces résultats qui a été menée en début décembre. Vous pouvez accéder au replay de cette étude qui dure à peu près 45 minutes pour la partie étude en elle-même. Donc, n'hésitez pas à le consulter. Et vous avez donc l'infographie qui résume les grandes lignes de cette étude au-dessus. Vous avez accès à un témoignage des utilisateurs de la norme XPX 3901. Vous pouvez également télécharger le guide de l'évaluation AFAC Éco-Conception qui vous décrit les différentes étapes de la démarche d'éco-conception et les différents modes de preuve qui vous seront demandés lors d'une évaluation AFAC Éco-Conception. De la même façon, pour AFAC Économie Circulaire, AFNOR Certification a produit un guide de l'évaluation AFAC Économie Circulaire et donc il décrit la norme pas à pas, comment se l'approprier, qu'est-ce qui est attendu lors d'un audit d'évaluation AFAC Économie Circulaire. Et donc, ça vous permet aussi de prendre connaissance de ce qui pourrait être attendu si vous souhaitez afficher ce logo sur vos projets, pour votre organisation. Bon, je n'ai pas eu de nouvelles questions, mais en même temps, je crois que j'ai complètement débordé du temps qui m'était imparti. Non, 16h35, ça va. Voilà, il y a mes coordonnées sur le document qui va vous être partagé, je crois. Je suis également sur LinkedIn. Vous pouvez me contacter via LinkedIn si vous souhaitez me poser des questions. Voilà, j'espère que cette intervention vous a plu, que vous avez appris des choses sur la normalisation, sur les normes et que vous allez utiliser largement la norme XPX 3901 et nous faire part de vos retours d'utilisateurs. N'hésitez surtout pas à faire part de vos retours. C'est ce qui permet de faire vivre les normes et de les améliorer lorsqu'elles sont révisées. Donc voilà, je vous invite largement à les utiliser, à les faire connaître autour de vous si elles vous sont utiles. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un processus de certification différent pour une entreprise que pour une association? Non, le processus est le même. En fait, c'est quelle que soit l'entité juridique qui va être évaluée ou certifiée. C'est le même processus, effectivement. Il faut que l'instance, l'entité, pardon, on peut aussi certifier, on pourrait certifier une collectivité locale. Il faut juste qu'elle s'applique les exigences de la norme, qu'elle identifie le projet sur lequel elle va travailler, qu'elle s'applique les exigences de la norme, qu'elle se soumette à un audit tiers indépendant et ensuite effectivement, qu'on prenne la décision. Merci Anne, les normes AFNOR font toujours un peu peur de par leur complexité. Oui, moi aussi j'avais très peur au début. Ouais, ça fait très très peur. Et c'est un jargon, c'est vrai qu'il y a parfois un langage un peu complexe. Mais alors je trouve à titre personnel que les normes sont de plus en plus pragmatiques. Et notamment, là, il y en a une qui est sortie sur la biodiversité, sur la prise en compte de la biodiversité dans les organisations et qui est très pragmatique et je trouve qu'on s'améliore. Et puis, si jamais ça n'est pas clair, vous pouvez toujours vous tourner vers l'AFNOR. Il y a toujours des gens qui seront ravis de vous répondre et d'essayer de vous éclairer
sur la complexité des normes. Merci à tous, merci beaucoup. Merci pour vos questions également, c'est toujours plus dynamique, c'est toujours intéressant de pouvoir interagir avec les participants. Donc, c'est un peu complexe en visioconférence, mais on s'en sort bien. Je vous remercie infiniment et très bonne journée.